Donc, si vous regardez cette vidéo, c'est que bien sûr, vous en avez un peu marre d'être tout seul, que vous aimeriez pouvoir trouver des axes de travail, d'amélioration pour faire changer votre quotidien. Donc, en atelier comme en thérapie, on a identifié plusieurs raisons qui expliquent que certaines personnes peuvent faire durer la période de célibat et bien évidemment en être frustrées et la subir. Parce qu'évidemment, là, on ne va pas rentrer dans le thème de est-ce que c'est bien d'être célibataire ou est-ce que c'est pas bien. Finalement, l'idée, c'est que chacun fait ce qu'il veut. Mais si la personne derrière cet écran regarde cette vidéo, c'est peut-être qu'elle a envie de passer un autre cap, qu'elle a envie de faire évoluer ce sujet-là. Et donc, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de jugement de notre part là-dessus. Nous, on va travailler pour les personnes qui ont envie d'arrêter d'être célibataires, mais qui ne savent pas trop comment faire. La première des raisons qui fait vraiment durer le célibat, bien évidemment, c'est ce qu'on appelle les traumatismes liés au couple. On rencontre des personnes qui ont été battues, qui ont eu des relations toxiques, qui ont eu des relations violentes, qui ont eu des relations, alors pas forcément aussi difficiles ou sordides que ça, mais compliquées. Vous savez, il y a beaucoup de marketing autour du pervers, narcissique, etc. Mais des relations en tout cas pas très faciles, où il y a un peu de manipulation, où finalement on n'est simplement pas avec la bonne personne, mais chacun se tire un peu la couverture. Bien évidemment que c'est compliqué, et ça va générer des traumas. Alors ces traumatismes, pourquoi on parle de traumatisme et pas juste de mauvaises expériences? Simplement parce que le traumatisme, on en parlera tout à l'heure, il est ancré, il est comme automatisé à l'intérieur du cerveau, et ça va empêcher la personne ensuite de vivre normalement. D'accord? Donc ces traumatismes, j'ai envie de dire, vous devez avoir, vous, une idée, là maintenant pendant que je suis en train d'en parler, j'imagine qu'il y a au moins une ou deux expériences que vous pouvez vous rappeler avec un ex, même si vous êtes en couple d'ailleurs, qui n'a pas été super chouette à vivre, même moi, hein, perso, je pourrais même vous raconter deux, trois détails, mais ces traumatismes-là vont vous inhiber. Ça va inhiber la personne qui fait que par la suite, il est hors de question qu'elle rencontre qui que ce soit parce qu'elle va pouvoir imaginer que dès qu'il s'agit d'aborder le thème, dès qu'il s'agit de voir quelqu'un, dès qu'il s'agit d'interagir, il y a une inhibition très très forte qui va se créer, qui va vous inhiber et du coup qui ensuite va empêcher l'interaction. Et donc quand on parle d'interaction, va empêcher la séduction, va empêcher d'aller plus loin, de faire le premier pas, etc., etc. Donc ces fameux traumatismes, finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ben, c'est un peu comme si on se fabriquait de manière... alors, bien évidemment, ils sont là de manière saine. Je vais en parler après. Ces traumatismes vont fabriquer des véritables murs qui vont empêcher qui que ce soit de nous aborder. C'est comme ça qu'on peut avoir une femme, ou une fille d'ailleurs, parfaitement jolie, ou un homme parfaitement beau, et peu importe ce qui dégage, en fait, on va automatiquement le rejeter, on va automatiquement être fermé, et puis dans tout ce qu'on va dégager, ça va être plutôt froid, ça va plutôt être empêchant pour la personne qui veut être en interaction. Donc ces différents traumatismes, c'est un peu comme des cicatrices qui sont à l'intérieur du cerveau. Comment ça se passe quand on a des cicatrices à l'intérieur du cerveau? On a, pour faire très simple, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas le sujet, mais on a en gros une pièce comme une pièce à l'intérieur d'un château qui resterait allumée en permanence et on ne sait absolument pas où elle est tellement le château est grand. Dans le cerveau, c'est la même chose. On va avoir une zone du cerveau qui va être constamment stimulée, qui va générer dans le corps énormément de stress et qui fait qu'on ne peut absolument pas réagir normalement. Une personne qui va bien, une personne qui va être à l'aise, elle va regarder le truc de l'extérieur, elle va se dire c'est un peu bizarre ce qu'elle est en train de faire celle-là ou celui-là. Réellement, quand vous êtes en situation de traumatisme, ça n'a rien à voir avec quelque chose de cohérent ni avec de l'intelligence. Vous vous prenez tout directement dans la gueule. Et vous ne le faites pas exprès. Ça n'a rien à voir, une fois de plus, avec le fait que vous soyez parfaitement conscient que ce n'est pas une réaction normale. C'est épidermique, c'est instinctif, c'est peu importe le terme, vous avez compris, c'est impossible d'avoir une réaction. On va directement mettre à distance l'autre. Donc ces traumatismes, qui sont aussi divers que variés, autant qu'il y a de personnes qui existent sur Terre, bien évidemment, c'est surtout un ressenti, c'est surtout un point de vue. Une personne qui a, par exemple, j'ai n'importe quoi, un conjoint qui aurait crié sur sa compagne, une fois dans sa vie, il se peut très bien que cette femme soit marquée. Et ça n'a rien à voir avec le degré de violence qu'on pourrait imaginer de manière normale. Elle l'a vécu comme ça. C'est pas quelque chose à juger, elle l'a vécu comme ça. Donc,
Elle a été marquée, donc c'est son expérience, et donc c'est à respecter, c'est surtout à prendre en charge derrière et à prendre en compte. Donc les traumatismes, c'est véritablement quelque chose qui va empêcher la personne de vivre normalement, et donc par rapport à un célibat, l'empêcher complètement de s'ouvrir au monde. Le deuxième sujet qui vous empêche de dépasser le célibat, bien évidemment, c'est la mauvaise estime de soi. C'est-à-dire que lorsque dans toute mon enfance, j'ai soit été rabaissé ou soit simplement pas été valorisé, ou qu'en plus j'ai eu différentes expériences dans l'enfance ou l'adolescence qui m'ont prouvé que bah, c'est tout à fait normal qu'on ne m'ait pas valorisé parce que visiblement je valais pas plus que ça. Tout ça, ça va compiler à l'intérieur du cerveau, ça va compiler les mauvaises sensations dans le corps et ça va rendre l'expérience complètement logique. Et donc, si je n'ai aucune estime de moi, si j'imagine que je vaux pas le coup, si j'imagine que je suis pas beau, si j'imagine que je suis pas capable, que je suis pas intéressant, etc., etc., bien évidemment, pourquoi quelqu'un viendrait s'intéresser à moi? Et là, ça va beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste dans quelque chose d'inhibiteur, on est carrément dans quelque chose de repoussant, pardon. Une personne va venir m'aborder, va être très sympathique, très joviale, très entreprenante. Si je n'ai aucune estime de moi, je vais moi-même, tout seul comme un grand, saboter cette relation, saboter cette interaction en repoussant l'autre pour la convaincre à quel point je ne vaux pas le coup. Et là, on rentre dans des relations toxiques, puisqu'on va vouloir avoir un sauveur qui veut absolument jouer le rôle du Saint-Bernard, et puis la personne qui, elle, va se mettre en état de victime quasiment permanente parce qu'elle se rend compte que ça permet d'avoir un petit peu d'attention, mais c'est sain pour personne. Donc si on arrive à rentrer dans une relation, elle sera forcément, la base elle sera forcément compliquée, et sinon, dans la majorité des cas, en fait, on va avoir un système de repoussoir et on va mettre l'autre littéralement à distance et donc on va avoir un joli grillage avec des miradors où personne ne va pouvoir rentrer, sinon. Donc, toute l'idée va être, bien évidemment, de prendre conscience d'abord de ces systèmes-là. Ces systèmes-là, qu'on parle de traumatisme, qu'on parle de manque d'estime, finalement, qu'est-ce qu'ils génèrent chez ces personnes-là? Ils génèrent de la peur. Et ces peurs-là, elles sont en permanence activées. C'est pour ça que je parle beaucoup d'automatisme. On n'est pas des robots, mais dans le cerveau, les connexions synaptiques fonctionnent un peu de la même manière. À partir du moment où il y a une connexion qui s'est faite, on parle de pont neurologique, tout devient automatisé ensuite. Une fois de plus, j'insiste lourdement là-dessus, mais parce que c'est vrai, ça n'a rien à voir avec l'intelligence de la personne. En fait, 10 fois sur 10, quand on a des personnes qui viennent nous voir, Oriane ou moi, en thérapie, elles sont tout à fait conscientes qu'elles n'arrivent pas à faire ce qu'elles aimeraient faire. Elles ont tout à fait conscience des tenants, des aboutissants, du pourquoi, du comment. Juste, elles n'y arrivent pas. Et c'est un problème qui est 100% émotionnel. Ça n'a rien à voir avec l'intellect. Donc ça ne sert à rien de raconter à vos amis, quand vous les voyez dans ces situations-là, ce qu'elles devraient faire. Parce qu'elles le savent déjà. Le propre de ces situations qui génèrent de la peur, c'est simplement qu'il y a la peur de revivre la même chose. Il y a la peur de revivre cette scène où j'ai été traumatisé. Il y a la peur de revivre cette honte où j'ai carrément été humilié. Et toutes ces peurs-là, ça met la personne dans un état de stress qui est permanent, dans une anxiété qui est permanente. Ça lui donne des sensations absolument néfastes, absolument toxiques pour elle-même. Et donc, elle a juste pas envie de revivre un truc comme ça. Et c'est assez logique, imaginez-vous. Je sais pas, je vous raconte que on va aller à la Tour Eiffel, je dis n'importe quoi, on va aller à la Tour Eiffel, pour 90% des gens, c'est une super bonne nouvelle, c'est cool, on va prendre un peu d'altitude, on va voir Paris sous un angle magnifique. Sauf que pour 10% de ces personnes-là, à chaque fois que j'évoque le mot Tour Eiffel, tout de suite, ça va être le vertige, tout de suite, ça va être la fois où j'ai perdu mon doudou quand j'avais 3 ans, tout de suite, ça va être l'oppression des touristes qui sont là et qui veulent que ça aille plus vite que la musique. Et donc, je vais me retrouver, indépendamment du fait que ça puisse être une bonne expérience, mal dans ma peau. Je vais me retrouver physiquement comme malade, avec des signaux et des clignotants un peu partout. Il va y avoir la tête qui tourne, il va y avoir le cœur qui bat vachement vite, j'ai la respiration qui accélère. J'ai pas envie. Qui aurait envie? Qui aurait envie de vivre à nouveau une expérience aussi pourrie que celle-là?
Donc c'est logique. C'est logique que lorsqu'on parle de célibat, ces personnes-là préfèrent entretenir quelque chose qui reste malgré tout confortable au-delà des apparences, plutôt que de vivre quelque chose qui va à coup sûr les angoisser. Donc une fois qu'on a dit ça, finalement, qu'est-ce qu'on va faire de ces informations? Le constat, il est évident. L'idée ensuite, ça va être de décortiquer les choses pour passer à d'autres étapes, pour s'autoriser à vivre d'autres expériences. J'ai envie de dire que la première des solutions, évidemment, ça va être en prendre conscience. La deuxième, évident, ça va être une thérapie. Une thérapie, pourquoi? Parce qu'on va interagir avec un professionnel, qui soit psychologue, psychothérapeute, hypno, peu importe. En tout cas, une personne avec qui le feeling est bon et avec qui ça va faire du bien d'échanger. Et puis, on va gratter l'émotion qu'il y a derrière ça. Est-ce que j'ai honte? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je suis terrifié? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que j'ai de la rage? Est-ce que j'ai du ressentiment? Est-ce que c'est le deuil qui n'est pas fait? Etc., etc. Et on va mettre tout ça en lumière pour pouvoir plonger littéralement dedans. Et une fois qu'on a fait ce travail, qui n'est pas forcément fastidieux, pas forcément douloureux et encore une fois pas forcément long, on va pouvoir s'autoriser à vivre de nouvelles expériences. C'est un peu comme si j'ai l'habitude d'avoir ces sensations 100% pourries, et puis un jour, je ne sais pas vraiment pourquoi, j'ai dû appuyer sur le bouton qu'il ne fallait pas, il n'y a plus de sensation du tout. Bon, bah, ce jour-là, je vais m'autoriser à vivre différemment, et c'est assez logique. Donc la thérapie, c'est un truc assez extraordinaire qui va permettre de débloquer la personne sur pas mal de plans. Il y aura ce plan-là, l'idée du célibat, qui évidemment va venir chercher d'autres ficelles derrière. L'autre solution aussi, ça va être bien évidemment, alors avec ou sans la thérapie, se narcissiser. C'est-à-dire, alors se narcissiser, c'est pas faire des vidéos Instagram pour montrer à quel point on est beau, etc. Ça va être simplement d'observer tout ce qui fonctionne bien chez nous. D'oser regarder toutes les qualités qu'on peut avoir. D'oser se regarder sous un angle différent. C'est-à-dire que très souvent, Oriane, j'aime bien, en atelier, elle évoque la manière d'observer les choses en mode thérapie et en mode vie de tous les jours. C'est un peu comme si, là, les AirPods, le boîtier, on ne voyait que ça en permanence. Et à chaque fois que je vois ça, il y a toutes les mauvaises expériences. Bon, lorsqu'on se narcissise un peu, lorsqu'on fait une thérapie aussi d'ailleurs, on va observer que ce boîtier, il a différentes faces. Il a aussi cette face-là, il a aussi cette face-là. Tiens, je ne l'avais pas vu, il y avait du carbone ici. Il y a aussi cette face-là, et puis il y a cette face-là où en fait on peut remettre de la vie. Et il y a cette face-là. Donc vous avez compris, l'idée c'est d'être honnête, l'idée c'est d'avoir du recul nécessaire pour se voir différemment. Et lorsqu'on se voit différemment, n'importe qui sur Terre a des qualités, n'importe qui sur Terre a des choses plutôt chouettes qui fonctionnent bien chez elle, n'importe qui sur Terre a des capacités de faire ou d'agir ou de sentir les choses d'une manière différente. Donc se narcissiser, lorsqu'on a vécu des traumas, lorsqu'on est dans des phases de rejet, lorsqu'on est dans des peurs permanentes, c'est essentiel. Et ça se fait tous les jours. C'est l'idée de je sais plus, il y avait une comédienne, c'était la sœur ou la cousine de David Servan-Schreiber, qui donnait ce conseil-là et qui était intéressant. Elle a écrit un livre d'ailleurs là-dessus qui s'appelle 3 kiffs par jour. C'est quand je me couche le soir, qu'est-ce que j'ai fait de chouette? Si je ne suis pas capable de voir qu'il s'est passé 3 choses plutôt bien pour moi, plutôt bonnes pour moi, c'est que je suis passé à côté de ma journée. En fait, en vérité, c'est que je n'ai pas juste regardé. Parce que dans les moindres détails, il se passe toujours quelque chose de bien. La dernière des solutions, ça va être bien évidemment d'oser accepter l'échec. Les mises en situation. Une fois que j'ai fait cette thérapie, une fois que j'ai commencé à me regarder un peu différemment, etc., il va falloir que je me confronte. Il va falloir que j'ai le courage de me rendre compte que ça n'a rien à voir avec moi. Des fois, ça ne marche pas. Et parfois, c'est bien que ça ne marche pas. Si on regarde l'exemple assez simple qu'on cite très souvent, c'est le bébé qui apprend à marcher. Il tombe à peu près, je ne sais plus, 2500 ou 3000 fois par terre pendant sa phase d'apprentissage. Imaginez que le bébé, il ait la conscience d'un adulte. Il serait en dépression totale. Il serait suicidaire tous les jours. Je vais me lever et je vais me casser la gueule 54 fois. Qui aurait envie de vivre ça? Personne.
Sauf qu'à la fin, la bonne nouvelle, c'est que bébé finit par marcher. C'est un peu pareil pour nous, sauf que en tant qu'adultes, on est des vrais boulets. Nous, on va échouer une seule fois. Et pour les plus courageux, on va échouer 2 fois. Et on va se dire que c'est pas pour nous. On va se dire qu'on n'est pas capable. On va se dire que non, vraiment, ce truc-là, j'ai pas envie de rencontrer une nana, j'ai pas envie de rencontrer un mec. Je crois que je suis juste fait pour être célibataire. Ça n'existe pas. C'est juste que je suis à mon 52e fois aujourd'hui et qu'il me reste encore 2 essais. Et en vérité, à la fin, l'échec, le véritable échec, c'est pas de ne pas avoir réussi à faire ce que je voulais faire. Le véritable échec, c'est l'abandon. À partir du moment où je me fabrique des pensées absolument pourries qui vont me convaincre que c'est pas fait pour moi, là, c'est un joli échec. Donc, l'idée, bien évidemment, ça va être d'oser échouer. Quand je diminue et quand je désamplifie l'intensité de ce que peut être un échec pour moi, en fait, je finis par m'amuser, je finis par simplement expérimenter. Et quand j'ose expérimenter, il se passe un truc sympa. C'est que je vais finir par repérer ce qui me fait du bien. Je vais finir par repérer ce qui ne m'intéresse pas. Je vais finir par faire uniquement ce que moi, j'ai envie de faire. Donc en fait, ça rejoint aussi la narcissisation. Et puis il y a un truc sympa qui fonctionne bien pour les célibataires qui nous regardent aujourd'hui, qu'on fait quasiment systématiquement en atelier, qu'on fait quasiment systématiquement en thérapie. Parce que c'est bien beau de dire je veux arrêter d'être célibataire, je veux rencontrer quelqu'un, etc. Mais l'idée c'est pas de rencontrer n'importe qui. L'idée c'est de rencontrer quelqu'un qui me corresponde. L'idée c'est de rencontrer quelqu'un qui va me respecter, me tirer vers le haut. Sinon, on va retourner encore dans une boucle. Alors, ce petit tips qui est vraiment sympa à faire, c'est se fabriquer un radar inconscient pour ce qu'on pourrait appeler l'âme sœur, pour l'homme idéal, la femme idéale. Là, en ce moment, je vois sur Internet, il y a des trucs qui me font un peu rigoler, les flammes jumelles. Bref, vous avez compris, la personne qui vous fera du bien, la personne avec qui vous allez vibrer, la personne qui va vous rendre heureux, littéralement. Ce radar inconscient, qu'est-ce que c'est? C'est prendre l'habitude, tous les jours, pendant 2 minutes, pas plus, de se poser, de respirer calmement, parce que lorsque je respire calmement, j'ai les idées beaucoup plus claires, de fermer les yeux, comme ça me permet simplement de supprimer toute cette pollution visuelle qui va m'empêcher de réfléchir correctement. Et lorsque je ferme les yeux et que je respire calmement, je me pose une seule question. Qui est-ce que j'ai envie de rencontrer? Alors, on n'est pas dans de la philosophie, là on est réellement dans l'idée de passer à l'action. Donc dans le qui j'ai envie de rencontrer, ça va être sur le plan physique. Est-ce que je veux une femme qui fait 1m84? Est-ce que je veux une femme qui fasse 1m50? Est-ce que j'ai envie d'une personne qui est brune, d'une personne qui est blonde? Est-ce que j'ai envie d'un homme musclé ou est-ce que j'ai envie d'un mec plutôt svelte? Est-ce que j'aime bien les personnes un peu rondes, etc., etc. Physiquement, à quoi est-ce que j'ai envie, à qui, pardon, est-ce que j'ai envie avec qui j'ai envie d'interagir, pardon. Et donc de réellement fabriquer cette version ici, pour une raison très très simple. Je parle de radar inconscient. Quand on marche dans la rue, qu'on est dehors, comment je fais pour reconnaître la bonne personne? Alors si j'ai déjà calibré un peu les choses ici, je vais être en capacité de dire lui, non, elle, non, etc., etc., et de pouvoir trier les personnes. Pour pas simplement être dans l'espoir que quelqu'un nous donne de l'attention et qu'ensuite, ah, c'est merveilleux. Non. On a trop vu de personnes en thérapie, on a trop vu de personnes en atelier, lorsqu'on leur demandait pourquoi vous êtes mariés, pourquoi vous êtes en couple, qui nous répondaient simplement je ne trouvais pas spécialement beau, je ne trouvais pas spécialement belle, mais il m'a parlé ou elle m'a embrassé. Comme si c'était des raisons suffisantes pour être dans un couple qui durait. L'idée d'un couple qui dure, c'est quand même qu'on ait des atomes crochus, pas simplement provoquer la personne, lui parler et l'embrasser. Donc, toute l'idée, ça va être de pouvoir se fabriquer ce petit radar. Donc, physiquement d'abord, bien évidemment, parce que je vais
Si je suis plutôt attiré par les hommes d'1m65 ou 70, je vais pas commencer à regarder les hommes d'1m80. Ça sert à rien. Je sais qu'à la fin, ça fonctionnera pas. Je sais qu'à la fin, ça ne me parlera pas. Et puis ensuite, sur le plan philosophique, comment est-ce que j'ai envie qu'il soit intérieurement? Est-ce que je veux un homme doux? Est-ce que je veux un homme un peu rebelle, un peu rock, etc. Est-ce que je veux quelqu'un de fondamentalement gentil? Est-ce que je veux quelqu'un de patient? Est-ce que je veux quelqu'un de calme, etc., etc. Et au fur et à mesure, lorsque vous fabriquerez, c'est le matin, il est 13 h, ce radar inconscient, vous allez petit à petit vous replacer au premier plan. Parce que sur le plan inconscient, qu'est-ce qui va se passer? En fait, on ne l'a pas dit là, mais sur le plan inconscient, on est en train de bombarder son cerveau, on est en train de bombarder son corps de messages indirects qui dit que je suis capable, j'ai envie et je mérite de rencontrer cette personne. Et ainsi, petit à petit, je vais commencer à repérer des personnes dans la rue. C'est un peu comme... mon exemple est un peu bête et stupide, mais vous allez comprendre. C'est un peu comme quand j'achète une voiture bleue et que j'ai l'impression que tout le monde là a acheté une voiture bleue et que je ne remarque que ça dans la rue. Si j'ai ce radar inconscient, je vais repérer beaucoup plus facilement les personnes qui m'attirent. Voilà. Si vous avez des questions, si vous avez envie de commenter, n'hésitez pas à le faire. Je pense que vous pouvez le faire ici directement sur la vidéo. Et puis n'hésitez pas à partager à des personnes qui seraient concernées par ce sujet-là, du célibat. Et bonne journée, et je vous dis à très vite. Ciao!